enfin une très bonne tenue mécanique. Et ça c'est intéressant, notamment si on veut substituer en tout cas au câble aérien où le fluage pose un très gros problème. C'est-à-dire que les câbles se déforment sous leur propre poids. Ce qui ne sera pas le cas des NTC vu la densité, donc un rapport à peu près de 8 entre le cuivre et les NTC. Alors maintenant, tout n'est pas gagné parce que les NTC, les nanotubes de carbone, il faut les synthétiser. Donc là, c'est des technologies qu'on maîtrise, des technologies couche mince, on fait croître des tapis de nanotubes. Donc là, vous voyez les tapis, là, on va en randonnion tous ces nanotubes. Moi, j'allais dire, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait de ces nanotubes bruts, qu'est-ce qu'on peut faire pour en faire des câbles? Bah, on a trouvé une technique finalement pour les filer. Et on a réussi finalement à faire alors, on va dire des micro-câbles. On est passé de l'échelle nano à l'échelle micro. On arrive à avoir finalement des fils qui font à peu près 15 microns de diamètre et 10 mètres de long. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, même si tout n'est pas parfait, parce que là, la densification n'est pas parfaite. Donc en termes de conductivité, ce ne sera pas aussi bon que prévu. Et alors en fait, il y a beaucoup d'applications, et les premières applications qui ressortent, c'est essentiellement dans la connexion pour la microélectronique. Suite à ces travaux-là, il y a un projet européen, notamment avec IBM en Suisse, qui a substitué des connexions plutôt en or par ces microfils de nanotubes de carbone. Alors la conversion d'énergie. Alors je vais parler un petit peu d'hydrogène. C'est que l'hydrogène, on parle souvent de la couleur d'hydrogène. Vous savez tous, l'hydrogène est non seulement inodore, mais en plus incolore. Mais on assigne une couleur en fonction de la source, c'est-à-dire du mode de production de l'hydrogène. Naturellement, on essaie d'avoir l'hydrogène le plus vert possible ou le plus blanc possible. Alors, finalement, quel est l'objectif de l'usage de l'hydrogène? Ce que je vais essayer de montrer, c'est que vous voyez dans ce diagramme de Sankey, en fait, l'épaisseur des flèches montre la quantité finalement d'hydrogène produit entre la production à gauche et puis l'usage à droite. Et ce qu'on cherche finalement, ce serait peut-être d'augmenter la production d'hydrogène via l'électricité décarbonée pour essayer d'alimenter des secteurs qui cherchent, notamment industriels, à se décarboner. Là, je pense à la DRI, c'est ce qu'on appelle la réduction directe du fer dans le domaine. Alors peut-être que j'ai vu des plaquettes, peut-être que ça a été abordé par cela. Vous voyez, en fait, c'est juste d'augmenter l'épaisseur de ces traits-là pour essayer de décarboner quelque part ce secteur d'industrie et certains autres également. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Il faut produire de l'hydrogène. Et pour ce faire, on fait l'électrolyse, c'est-à-dire on va prendre la molécule d'eau et on va la casser. Donc, pour ça, on a besoin d'une énergie électrique qui soit décarbonée et de dispositifs électrochimiques, comme je le montre ici. Donc là, c'est un dispositif qu'on appelle à basse température, donc qui est basé en fait à base d'électrodes, de systèmes à base de polymères. Et d'ailleurs, ici, ce polymère s'appelle du Nafion. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Un polymère qui a été développé par Dupont de Nemours il y a maintenant 40 ans, si je ne m'abuse, et qui est à base de fluor. Et comme je l'ai montré tout à l'heure dans mon tableau des substances critiques, il y avait ce qu'on appelle la fluorite, qui est le minéral précurseur de toute la chimie du fluor. Donc une des idées, c'est essayer de justement travailler sur le recyclage de ce polymère, essayer de le substituer, mais c'est très compliqué parce qu'il a une très bonne performance. Et surtout, les réactions électrochimiques qui doivent avoir lieu à basse température, pour qu'elles prennent place, il faut des catalyseurs. Malheureusement, pas de chance, les catalyseurs dont on a besoin, ce sont des métaux nobles. Et platinoïdes, oxyde d'uranium. Encore une fois, ce sont des matières critiques. Alors qu'est-ce qu'on peut faire justement pour essayer de limiter l'usage? Alors on a des travaux qui sont plutôt amont, où là on va essayer de complètement se substituer du platine. Donc ce sont des catalyseurs où on utilise des nanotubes de carbone, on vient greffer des matériaux, on va dire, qui sont beaucoup plus disponibles. Alors ça donne des résultats intéressants, on n'a pas forcément une aussi bonne durabilité que les systèmes classiques que j'ai montrés juste avant. On travaille aussi sur des catalyseurs bio-inspirés, c'est-à-dire qu'on s'inspire du vivant pour dupliquer ça pour notre problématique d'électrolyseurs à basse température. On a les structures, toujours là, on va limiter le platine dans les structures, des nanostructures, donc toujours diminuer la quantité de platine, etc., etc.
Puis après, on a des procédés sur lesquels on peut encore limiter la quantité de platine, ou plutôt dire, je vais mettre le platine là exactement où j'en ai besoin. On a aussi donc cette électrolyse qui est à basse température, on a aussi des procédés qui sont eux à haute température. Alors, dans ces cas-là, on a un système électrolytique qui est tout solide. Donc là, vous voyez, en fait, à la fois l'électrolyte et les deux électrodes sont solides. L'avantage, c'est que ce sont des systèmes qui peuvent fonctionner à très haute température et qui ont des rendements beaucoup plus élevés, très haute température, donc c'est 700, 800 degrés. Et qui ont des plus hauts rendements que les systèmes basse température. Alors, bon là, je vais juste montrer une vue en plus. Vous voyez, c'est quand même assez complexe. Et là, vous voyez, d'accord. Et là, vous voyez ici la liste des différents composants. En fait, je disais, il y a 3 couches. En fait, c'est faux, il n'y a pas 3 couches. On a une multitude de couches. Pourquoi? Ce système fonctionne à 800 degrés. Pour qu'il puisse fonctionner, il faut que les coefficients de dilatation entre les différentes couches puissent s'accommoder. Sinon, on aura des vrais problèmes. Donc en fait, qu'est-ce que l'on fait? On fait ce qu'on appelle des dépôts à gradient de composition. On va aller du début de l'électrolyte, qui sera pur en électrolyte, jusqu'à l'électrode où on va passer, on va dire, de 100 à 0. Donc ce qui explique un petit peu cette complexité. Et là, les travaux, là c'est des technologies qui sont en devenir, les travaux majeurs, c'est essayer justement de substituer toutes ces substances, parce que là on a une bonne partie de la classification périodique, on a beaucoup de terres rares, on a le strontium, que j'ai évoqué tout à l'heure comme métal critique, on a aussi du nickel, donc il y a beaucoup encore de travaux à mener sur ces technologies. Je termine par un dernier exemple, les aimants permanents. Donc toujours dans le domaine de la conversion d'énergie, conversion d'énergie mécanique en énergie électrique, c'est l'éolien finalement, via l'éolien, ou conversion d'énergie électrique en énergie mécanique, c'est ce dont on aura besoin dans nos véhicules électriques, donc issus via les moteurs. L'électricité de la batterie alimente le moteur, qui pourra être possiblement à base d'aimants permanents. Alors, les aimants permanents, il y a tout un historique qui remonte aux années 40, on a vu des évolutions, en fait, en termes de performance et de taille. Et les derniers qui sont finalement les plus performants, c'est ce qu'on appelle les néodymes fer-bore. Donc là, déjà, vous voyez, ça commence mal, néodyme, terre rare, substance critique, le bore, c'est aussi une substance critique. Donc l'idée, en travaillant sur ces systèmes, voilà, c'est essayer de, ce que j'explique, c'est des matériaux qui sont très riches en terres rares, et on va essayer de trouver des solutions. Et là, alors je m'arrête un petit peu sur cette planche parce qu'à mon avis, elle est extrêmement importante. Ce que j'ai montré tout à l'heure, sur finalement la liste des métaux critiques, ça porte beaucoup sur les ressources primaires, c'est-à-dire ici. On disait, on a une vulnérabilité parce que, par exemple, il y a un aspect monopolistique, et là c'est ce qu'on voit sur les terres rares. Les mines de terres rares se trouvent essentiellement en Chine. Mais le problème ne s'arrête pas là. Si on monte dans la chaîne de la valeur, une fois qu'on a extrait ces minerais de terres rares, il faut les transformer en oxyde de terre rare, et si possible les séparer. Et là, vous voyez, là aussi, principalement ça se passe en Chine. Voilà. Et l'étape d'après, quand on veut faire des aimants permanents, ce sont des alliages, donc il faut passer de l'oxyde au métal. Donc cette conversion, là encore, se fait essentiellement en Chine. Il y a un petit pourcent en Europe, et encore, quand je dis en Europe, c'est plus en Europe, parce que ce sont nos amis anglais, de l'Escom Metals, qui encore assument cette phase de conversion de l'oxyde au métal. Et puis après, les aimants permanents, le gros de la troupe, encore une fois, c'est la Chine. Alors, tout en bout de chaîne, comme vous le voyez, les éoliennes, alors bizarrement, les éoliennes, l'industrie des éoliennes, si on parle de ça précisément, c'est essentiellement en Europe. Alors, très bien, on peut s'en vanter, mais finalement, toute la chaîne amont, dépend de la Chine. Donc ça, c'est un vrai problème qu'il faut intégrer, ce sont ces chaînes de valeur. Depuis maintenant quelques années, il y a eu beaucoup d'initiatives au niveau européen pour essayer justement de relocaliser en Europe la fabrication d'aimants permanents, mais tout ça, ça a un coût. Si on veut réouvrir une mine, typiquement une mine, je pense que ça a été peut-être évoqué par les collègues du BRGM, le chiffre clé, c'est 15 ans, 1 milliard d'euros. Voilà. Après, si on veut travailler sur le raffinage, puis la production d'aimants, vous voyez un petit peu les investissements qu'il faut faire, qui sont moindres. Et ça demande des efforts. Et puis après, si on s'intéresse à la fin de vie, c'est tous les aspects recyclables, il va falloir
mettre en place. Alors, on a travaillé il y a quelques années sur un projet qui s'appelait REGVAL HPM, pour High Performance Magnet. On faisait du recyclage et valorisation justement d'aimants permanents. Et ça, c'était tiré par nos collègues allemands de Bosch, qui, sur tout leur équipement électroportatif, visseuses, perceuses, et ça, c'est-à-dire, mais finalement, nous, on a des petits moteurs avec beaucoup d'aimants, mais on ne sait pas quoi en faire. Une fois qu'on récupère potentiellement ces outils parce qu'ils sont en fin de vie, eh bien, les aimants, on pourrait peut-être les reconditionner. Et c'était ça un petit peu le début de l'histoire. On a pu travailler avec Veolia, Arelec, qui est à mon avis, le seul actuellement fabricant d'aimants permanents en France, et puis avec nos collègues du Fraunhofer en Allemagne et de Veolia naturellement. Et donc, on a travaillé sur déjà l'identification des différents flux de terres rares, parce qu'en fait, d'aimants. Et en fait, on se rend compte dans les aimants, c'est une souple pas possible entre des aimants qui peuvent être des ferrites, des aimants permanents, des aimants qui peuvent être samarium, cobalt, etc. Donc, tout ça pour dire que le tri est un élément fondamental du recyclage, puisqu'il va permettre de bien orienter les flux ou les gisements des matières premières secondaires vers les bonnes voies de recyclage. Et une des idées qu'on avait, c'était de privilégier essentiellement justement le recyclage en voie courte. Alors, ce recyclage en voie courte, j'en parlerai juste après, mais en voie courte et en boucle fermée. En fait, c'est quand vous avez ici vos aimants recyclés en fin de vie, l'idée c'est, dépendamment de leur état, s'ils sont très dégradés, par exemple très oxydés, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à la fusion. Donc on va tout refusionner. On mélangera potentiellement avec des métaux vierges pour aller à la bonne composition. Si les aimants, eux, sont peu abîmés, peu dégradés, eh bien dans ces cas-là, on peut directement les broyer, en refaire des poudres, et là, passer dans tout le process, de fruitage. Ces poudres qu'il va falloir réorienter magnétiquement, c'est ça le procédé classique. Et puis après, c'est fabriquer ces aimants et puis les magnétiser. Et ça, on a pu le faire finalement sur des... ça, c'est l'exemple finalement d'aimants qui venaient d'éoliennes de General Electric en fin de vie. Et on a pu en refaire avec pratiquement 80% de matière recyclée versus 20% de matière vierge en conservant les mêmes propriétés. Donc, boucle courte et fermée. Alors, je vais finir maintenant, parce que je pense qu'il me reste 5 minutes, ça tombe bien, sur quelques éléments qui nous permettent, nous, acteurs de la recherche, avec nos amis des universités, des autres centres de recherche français et européens, ici c'est français notamment, de travailler sur le recyclage. Il y a eu ce qu'on appelle des programmes d'équipement prioritaires de recherche qui s'inscrivent dans les stratégies d'accélération nationales. Je pense qu'on appelle France 2030. Et donc on a eu un projet, donc une cinquantaine de millions d'euros, piloté par le CNRS, pour travailler sur le recyclage, la recyclabilité et la réincorporation des matériaux. Donc là on adresse, comme vous voyez, différents types de matériaux, donc grande famille de matériaux. Et l'idée, c'est de faire émerger un modèle français dans le domaine des matières premières de recyclage, MPR, et leur incorporation dans de nouveaux produits. Et c'est essayer aussi de construire une économie en se connectant avec les acteurs du recyclage qui ne sont pas forcément toujours, ou à mon sens pas assez, connectés avec le monde de l'innovation, comme l'être certains centres de recherche et les universités. Voilà. À côté de ça, on a aussi, sur ces différents projets, on a aussi travaillé sur en plus de matériaux, famille de matériaux, sur des objets complexes, comme les batteries, comme donc le photovoltaïque, les piles à combustible, l'éolien, comme ce qu'on appelle les D3E, donc les déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets ménagers, et, chose importante aussi, on a intégré un projet sur les SHS, donc les sciences humaines et sociales, sur le réusage et le recyclage. Comment comprendre les comportements, comment préparer les comportements, nos futurs comportements qu'on aurait de recycleurs. Donc voilà, ça c'est un volet qui à mon sens est extrêmement important. À côté de ça, on a aussi un autre gros projet qui lui pour le coup est là pour accélérer le développement des matériaux.
on appelle en anglais from lab to fab, donc du laboratoire à la fabrication. Diminuer ce temps pour aller au plus vite vers l'industrialisation, donc en utilisant des outils, de l'intelligence artificielle, etc. Où là, on peut faire finalement de l'innovation, on va dire, sous contrainte, en disant, voilà, moi je veux des matériaux qui aient telle propriété, avec telle performance associée, mais je ne veux pas de matière critique, etc. Donc ça, c'est un projet très, très ambitieux. Au niveau européen, il y a aussi le Critical Raw Material Act, qui vise, comme vous le voyez, les objectifs. Donc, et ça vise un peu quelque part à la fois la réindustrialisation et une certaine autonomie de l'Europe. Et je vais insister peut-être sur le deuxième point. Le troisième point, c'est que le recyclage effectué sur le territoire européen doit permettre de produire au moins 15% de la consommation indienne. Voilà. Je vais terminer sur ces quelques perspectives. Donc, le recyclage constitue donc un des éléments qui contribuent à l'approvisionnement en matière stratégique, surtout si on favorise, quand elles sont possibles, les voies courtes et fermées aussi. Mais cela implique aussi un positionnement sur l'ensemble des chaînes de valeur clés. Rappelez-vous ce que j'ai montré sur les terres rares. Il faut aussi se repositionner pour être utile et judicieux. Parce que si on recycle des éléments permanents pour revendre les terres rares à la Chine, l'intérêt est quand même extrêmement limité. Le recyclage de l'IS, c'est pas tout seul, c'est un des éléments d'un ensemble complet qui s'inscrit dans l'économie circulaire. Donc l'ouverture et la réouverture de mines, ça ne faut pas l'oublier. Je pense que les collègues du BRGM l'ont bien rappelé. Ce sera de toute façon nécessaire. Le recyclage ne contribuera pas du tout un peu, mais sera très loin de contribuer à répondre aux besoins qui sont croissants. Et puis l'éco-conception, comme je l'évoquais tout à l'heure, notamment ces voies de substitution et de remplacement. Et puis, bon, il y a beaucoup d'initiatives, comme j'ai évoqué avec ces fameux PEPR en France, au niveau européen, qui font que, ben voilà, c'est extrêmement dynamique et c'est une chance pour nous, je pense, pour la France, pour l'Europe, de développer notre autonomie. Et puis, je n'oublie pas d'intégrer justement les SHS dans tous nos travaux, puisque c'est important de les intégrer. Voilà, merci pour votre attention.